4 décembre 2025. Nous sommes dans la 4e année, jour 284 depuis le début de l'invasion totale. Bienvenue, salutations. Voici le rapport quotidien. Il y a 2 jours, j'ai rapporté que Poutine avait annoncé la création d'une nouvelle zone tampon au nord de l'Ukraine ou l'extension des 2 zones existantes. Cela n'était pas clairement compréhensible d'après ses propos. C'est pourquoi je l'ai également mentionné ainsi dans, je crois, l'avant-dernier rapport de situation. Mais nous voyons au moins à Wushan qu'il y a maintenant de nouveaux gains territoriaux russes, suffisamment importants pour qu'ils méritent absolument une place dans le rapport d'aujourd'hui. Ils ont ainsi réussi à prendre le contrôle de presque toute la partie nord de la ville. De même, ils contrôlent les 3 ponts et donc toutes les possibilités de traverser entre la partie nord et la partie sud de la ville. Voici ces 3 ponts, celui-ci, celui-là et celui là-bas. Autant que je sache, celui-ci a été détruit, et celui-là est de toute façon à peine praticable, car il a été gravement endommagé. Selon mes informations, les Russes ont installé un pont provisoire, ce qui signifie qu'il est théoriquement à nouveau praticable au centre. Ici passe celle de droite, qui devrait rester intacte. Les Ukrainiens perdent alors l'accès au nord de la ville. Les Russes utiliseront la rivière comme barrière naturelle et avanceront davantage vers le sud. Ce que nous pouvons voir ici, dans ces zones, donc à peu près là, ils vont probablement essayer de conquérir ce carrefour routier. Tout ça juste pour avoir assez d'espace entre les ponts et les nouvelles positions, pour ensuite s'enterrer et isoler le nord de la ville des Ukrainiens. Du côté russe, ce sont surtout la 128e et la 136e brigade de fusiliers motorisés en offensive. Ce sont ces deux-là ici, tandis que du côté ukrainien, la 57e et la 58e la brigade de fusiliers motorisés et aussi la 72e brigade de fusiliers mécanisés sont en position défensive. Un peu plus à l'est, ici à Tish, c'est tout aussi difficile. Les Ukrainiens défendent actuellement contre les Russes, qui ont également réussi à conquérir une grande partie de la localité. Actuellement, les combats sont toujours en cours. Il n'y a donc pas encore de résultats, mais la situation semble très mauvaise. Un assaut de cette ampleur comme ici n'avait pas été vu depuis 1 an et demi. Depuis mai 2024, quand les attaques ont débuté dans la région. Et un gain de terrain aussi important, surtout en ville et aussi ici de l'autre côté, on en voit en fait très rarement. Ce ne sera un gros problème pour les Ukrainiens que si les Russes parviennent à conquérir ce village ici. Je pense qu'ils vont conquérir Tish dans les prochaines heures, car c'est la dernière route d'approvisionnement ukrainienne vers l'est de Vovchansk. Ils vont entièrement conquérir ce village. Ensuite, toutes les troupes restantes dans la zone jaune et bleu clair seront coupées. Ils devront alors chercher un moyen de traverser l'eau d'une manière ou d'une autre, ce qui signifie probablement que des véhicules et du matériel lourd seront abandonnés. Les fantassins tentent de traverser seuls, ce qui est vraiment embêtant. Parce qu'ici se trouve aussi le seul pont qui mène à la partie supérieure, donc au nord. Même si les Ukrainiens tentaient de ravitailler ici, ce pont serait aussi perdu s'il était pris par les Russes. Et ainsi, toute cette zone ici, au nord du pont, serait dominée par les Russes. On remarque aussi à l'est des collines plus hautes et presque aucune route menant ici vers le nord. Poutine a parlé il y a 2 jours du fait qu'il traiterait l'Ukraine avec une précision chirurgicale et beaucoup de soins, ce qu'on ne peut évidemment pas constater jour après jour. J'ai longtemps réfléchi à cette déclaration, et peut-être qu'il n'a pas tout à fait tort. Car si l'on réfléchit à ce que les Russes considèrent comme précis, ce n'est généralement pas ce que nous, ici en Occident, reconnaissons comme précis. Ici, une roquette est jugée précise si elle frappe à 1 mètre de la cible, tandis que pour une arme de précision russe, cela est déjà précis. Jusqu'à la fin, Gugbitel monte encore ici. Ici, nous voyons encore une route qui mène, encore une fois une route, qui monte encore une fois. Nous, maintenant, merci beaucoup. Le commandant en chef ukrainien Oleksandr Syrsky signale que les unités ukrainiennes tiennent toujours le nord de Pokrovsk et que les tentatives russes de contourner Mirnorad et Pokrovsk sont bloquées. Les lignes restent sous forte pression et ils empêchent les mouvements de flanc tout en gardant également les voies d'approvisionnement sous leur propre contrôle. Et c'est bien vrai comme il le dit, car il confirme en fin de compte exactement ce que j'ai indiqué sur ma carte de situation au cours des dernières semaines. Techniquement, il a aussi raison, surtout pour la route d'approvisionnement qui sort d'ici. Elle reste sous contrôle ukrainien, il n'y a pas de soldats russes ici à une distance d'environ 1 à 1,5 km. Cela ne signifie pas qu'il est sûr, c'est justement ce que je voulais souligner. Que peut-on en conclure ? Les petites unités ukrainiennes cherchant à repérer et perturber les Russes, puis à se replier après le combat, plutôt que de défendre bloc par bloc.
En parallèle, l'Ukraine tente d'empêcher les groupes d'assaut russes de se regrouper en grand nombre et d'interdire les mouvements de flanc. Cela ralentit le rythme et force la Russie à lancer des attaques plus petites et moins coordonnées, plus faciles en plus à repousser. Sierski insiste sur la protection du personnel. Cela favorise des opérations brèves et coordonnées, avec une relève rapide de petites unités plutôt que l'engagement de grands bataillons dans des combats urbains coûteux. En même temps, il met l'accent sur des voies d'approvisionnement supplémentaires et sur une meilleure évacuation des blessés, précisément là où la pression est la plus forte. Les voies de communication et les évacuations sont compliquées. L'artillerie russe contrôle les mouvements, mais la situation des drones reste décisive. Les essaims de drones first-person view russes et de reconnaissance dominent le combat ici. Ainsi, la survie à Pokrovsk et Menorad repose autant sur la défense anti-drone et les contre-mesures électroniques que sur le béton et les sacs de sable. Sa conclusion. La bataille continue, il faut comprendre son contexte. Pokrovsk n'est plus une forteresse stable, mais une zone de combat où l'Ukraine gagne du temps, perturbe les vecteurs russes en forme et préserve au moins ses propres forces dans la partie nord de la ville, pour continuer à se battre sur la ligne suivante. La Russie avance par infiltration et en masse, l'Ukraine échange de l'espace contre du temps, use les groupes d'assaut et prépare la transition ordonnée vers des positions préparées. C'est précisément cette image qui apparaît sur la carte de situation. Les Ukrainiens subissent moins de pertes que prévu et ne sont pas submergés, mais la situation reste très mauvaise. Et les Russes ont également pu réaliser un nouveau gain de terrain à l'est, ici, à cet endroit. La zone ici est désormais également contrôlée par les Russes, ce qui augmente évidemment la pression sur tous les secteurs adjacents en jaune. Et ensuite, par la suite, bien sûr, aussi sur Menorad qui se trouve déjà ici, dans une situation de demi-encerclement très très difficile. Vous connaissez tous Patrick, il s'occupe ici de la boutique War and Tactic. Il se rend régulièrement en Ukraine pour livrer les véhicules que nous avons pu fournir à Berlin grâce à de nombreuses collectes de dons. Il repart maintenant là-bas et il a une petite idée dont il aimerait vous parler lui-même. Oui, salut Monsieur Pat, la plupart d'entre vous me connaissent déjà, soit grâce à mon documentaire, soit grâce à mes précédents voyages. J'ai de nouveau un véhicule ici, cette fois un Mazda BT50 que nous avons acheté maintenant avec l'aide Ukraine-Berlin et vos dons. Et je vais l'apporter en Ukraine pendant Noël et le Nouvel An. Alors, il y a 5-6 semaines, je suis revenu de Simi où j'avais apporté un véhicule. Est-ce que j'ai encore quelque chose de vraiment passionnant à raconter ? Je vais bientôt vous montrer une vidéo à ce sujet sur ma chaîne. Johnny va certainement le relayer aussi sur la chaîne War and Tactic. Et oui, on va à nouveau collecter des fonds pour l'aide à l'Ukraine, pour des véhicules de secours de première ligne. Et si vous avez encore quelque chose à donner, je serai ravi que vous souteniez mon action cette année. Comme je l'ai dit, je vais y aller pour Noël et le Nouvel An et je voulais offrir aux soldats ukrainiens sur place des petits sachets de Noël. Quand je serai en Ukraine, j'irai faire des courses et préparerai des sachets avec une famille ukrainienne pour les donner aux soldats. Donc si vous avez encore 1 euro de côté, le lien PayPal est en bas. Je serai ravi que vous participiez. Des vidéos et photos seront aussi disponibles. Et oui, sinon je dirais de continuer à faire des dons pour l'aide à l'Ukraine. Et oui, je vous remercie pour votre attention. Bien sûr Pat, on le fait. Le lien vers sa chaîne PayPal est le premier dans la description de la vidéo. Les images satellites et les analyses de prône de Radius Svoboda montrent ce qui suit. Cet automne, les forces ukrainiennes ont visé plus de 50 cibles stratégiques en Russie, dont raffineries, dépôts de carburant et usines d'armement. Une vague d'attaques d'une telle intensité n'avait jamais eu lieu auparavant. Les conséquences sont claires. Moscou retire des troupes et du matériel pour défendre les infrastructures, aggravant les pénuries de carburant et de munitions. En résumé, les attaques ukrainiennes à longue portée obligent la Russie à déplacer des ressources du front vers l'arrière-pays, ce qui affaiblit à la fois la puissance militaire et la logistique. Si l'on peut supposer que cela va s'intensifier à l'avenir, alors je vois de gros problèmes arriver pour l'économie russe en 2026, notamment dans les secteurs du pétrole et du gaz. Les troupes russes ont bombardé un centre périnatal à Kherson. Selon le chef de l'administration militaire régionale, des médecins étaient en plein accouchement au moment de l'attaque. Les hôpitaux, maternités et personnel médical sont protégés par le droit international humanitaire. Bombarder ces installations est une violation flagrante. Même si les Russes ne respectent presque jamais la loi, cela reste injustifiable moralement. En Crimée, les Ukrainiens ont frappé un MiG-29 avec des drones.
Nous voyons donc qu'il y a des progrès lorsqu'il s'agit ici de la reconquête progressive de l'espace aérien. Un autre radar a aussi été touché par un drone. Merci spécialement à l'équipage Algro, en particulier au lieutenant-colonel Renek. Merci encore pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire, et à la prochaine mise à jour de la situation.